Et si on apprenait à gérer l'argent dès le plus jeune âge? Donc, mesdames, messieurs, c'est ce que nous allons voir là maintenant dans les échanges au niveau du panel 1, qui va ouvrir le dialogue sur un enjeu essentiel pour l'avenir, l'éducation financière des élèves et des étudiants. À travers des échanges riches et concrets, nos panélistes auront à explorer l'importance de l'éducation financière dans le parcours académique, les défis liés à son intégration dans les systèmes éducatifs, en Haïti, bien sûr, les bonnes pratiques et initiatives tant locales qu'internationales, le rôle des écoles, des universités, des institutions et tout autre acteur dans la formation des citoyens financièrement responsables. Donc là maintenant, je vais passer la parole au modérateur Jean-Daniel Sénat, qui va faire le tour pour la présentation des différents panélistes autour de ce thème. Je vous souhaite vraiment bonne participation. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à ce panel pour thématique intégration de l'éducation financière dans les programmes scolaires en Haïti. Quel modèle et quelle perspective? Juste avant de vous présenter nos 4 panélistes, dont 2 en présentiel et 2 qui nous suivent à distance, en ligne, laissez-moi faire une sorte de mise en contexte et justification de ce panel ce matin. Il faut dire que l'éducation financière de nos jours est reconnue comme une compétence clé, indispensable à l'autonomie économique des individus et à la stabilité financière des sociétés. Dans notre pays, en Haïti, les résultats des enquêtes Finscope ont révélé une faible capacité d'épargne des ménages ainsi qu'une forte vulnérabilité financière, ce qui a conduit à l'adoption du Plan national d'éducation financière, PNEF 2020-2025. Dans ce cadre, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, dont son représentant qui est avec nous, Jean-Maurice Joseph, en collaboration avec la Banque de la République d'Haïti, BRH, le ministère de l'Économie et des Finances, madame qui est à mes côtés, a engagé un processus visant l'intégration de l'éducation sociale et financière, ESF, dans les curricula de l'enseignement formel avec l'appui de Aflaton International. Global Money Week 2026 constitue donc une opportunité stratégique pour relancer cette dynamique à travers le partage d'expériences nationales et internationales pertinentes, notamment issues des pays ayant déjà institutionnalisé l'éducation financière dans leur système éducatif. C'est dans ce contexte, comme je vous l'avais dit, nous aurons un panel avec 4 intervenants et 2 qui sont en ligne, dont je vais passer la parole dans un instant. Et le premier qui aura à prendre la parole en ligne, il est depuis le Burkina Faso. Il s'appelle Koné Idrissa, du ministère de l'Éducation nationale, burkinabé. Il est inspecteur de l'enseignement secondaire, attaché à la Direction générale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Et son ministère va présenter l'expérience du Burkina Faso en matière d'intégration de l'éducation sociale et financière dans les programmes préscolaires et secondaires dans le cadre du projet Promesse FP. Il va mettre l'accent particulièrement sur le processus institutionnel d'intégration, le rôle du Comité national de suivi et intégration de l'ESF et les défis opérationnels et les solutions adoptées. Monsieur Idrissa, je ne sais pas si vous nous écoutez, vous avez la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, vous me faites. C'est bon, on vous reçoit. Ah, ok. Donc, comme vous l'avez dit, moi c'est Koné Idrissa, je suis inspecteur de l'enseignement secondaire. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok.
Dieu merci. Et donc, voilà, donc je disais que je suis inspecteur de l'enseignement secondaire, donc au Burkina Faso. Et bon, ce soir, je vais entretenir ce soir sur le processus qui a conduit à l'introduction d'un code d'éducation sociale et financière dans le curriculum d'enseignement donc au Burkina Faso. Donc, sur ce, si vous me recevez toujours, il faut dire que tout est parti donc, de la réforme éducative qui a été entreprise au Burkina Faso, qui est basée sur la loi d'orientation de la formation au Burkina Faso. Et cette loi-là a pour ambition. Allô, Monsieur Idrissa? Il y a un écho. On n'entend pas trop bien Madame Braque. Je ne sais pas si Madame Braque, vous pouvez faire un ajustement dans votre micro, parce que Idrissa, je vous entends bien. C'est bon, le cas est parti. Allô? Oui? Ça va mieux? Il y a toujours l'écho? Je pense que ça va maintenant. Ça va mieux, ça va mieux. Oui. Ça va mieux? Oui. J'avoue que je n'ai pas un bon retour. Bon, ça s'explique un peu parce que la connexion n'est pas très bonne. Ok, donc je disais que c'était fondé sur la loi d'orientation qui a pour ambition donc de promouvoir l'employabilité au Burkina Faso, parce que il ressort qu'à l'image de beaucoup de pays en voie de développement, d'accord, que notre système éducatif ne favorise pas l'employabilité donc des sortants. Ils en sont formés, mais à l'issue donc de leur formation, bon, ils ont vraiment de la peine à trouver de l'emploi, ils ont de la peine à s'auto-employer, à entreprendre. Donc, c'est cette ambition-là, justement, donc, qui a amené à cette réforme-là. Et pour parvenir donc à intégrer l'éducation financière dans les curricula, il faut dire qu'il y a eu vraiment un partenariat gagnant avec le cadre de concertation de l'éducation de base, qui est en fait ici le représentant d'Aflatoun au Burkina Faso. Partenariat gagnant en ce sens que nous avons mis en place un cadre national de concertation, et ce cadre-là a permis justement donc de dégager les grandes lignes qui ont permis aux résultats auxquels nous sommes parvenus. Okay. Pour y parvenir, le processus qui a été adopté, d'accord, pour y parvenir, dans un premier temps, il y a eu un certain nombre d'ateliers d'orientation et d'intégration. Et ces ateliers-là ont permis non seulement de préciser la voie sur laquelle nous voulions aller, et aussi d'identifier les différents thèmes en matière d'éducation sociale et financière qui devaient être abordés. Ok? J'aimerais quand même être sûr qu'on m'attend toujours. Si je peux avoir un OK. Oui, on vous entend très bien. Ok, Dieu merci. Ok. Donc, à l'issue de ces ateliers qui ont permis de mettre en place justement donc, les différentes thématiques qui devaient être abordées, il a fallu réajuster ces thématiques-là. Pourquoi les réajuster? Parce qu'au niveau du Burkina Faso, il y a 5 États qui sont affiliés à une banque centrale. C'est-à-dire qu'ici, nous n'avons pas chaque pays avec sa banque centrale. Les 5 pays sont affiliés à une banque centrale, et ces 5 pays-là forment une union qu'on appelle UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. D'accord? Donc, cette structure-là avait déjà donc dégagé un certain nombre de thématiques, avait produit un cadre logique
Et il fallait que justement dans tous les pays qui sont membres donc, de cette union-là suivent la voie qui a été donc indiquée par cette union-là. Donc, c'est après avoir élaboré les thématiques au niveau national, mais nous les avons réajustées pour les adapter à ce qui est fait au niveau sous-régional, donc au niveau de la BCAO. Et après cela, après avoir donc réajusté ces différentes thématiques-là pour les conformer au cadre logique donc, de la BCAO, des curricula ont été élaborés au niveau national. Donc, les curricula ici, ben, c'est pour mieux élaborer donc, les thématiques, pour mieux signifier, mieux donner les contenus que l'on doit avoir dans les différentes thématiques donc, qui ont été abordées. Donc, sur ce, après avoir fait ces curricula-là, après avoir élaboré ces curricula, mais la phase qui nous restait donc à faire, c'était d'élaborer les documents y afférents. Les documents y afférents, il s'agissait donc d'élaborer un module à l'endroit donc des apprenants. Élaborer un ensemble sur la base donc, des thématiques qui ont été dégagées, sur la base des curricula qui ont été faits, donc d'élaborer donc un module à l'endroit des apprenants. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Donc, nous avons aussi élaboré un guide pour le formateur, afin que le formateur puisse mieux administrer justement donc, les compétences, les connaissances justement en matière d'éducation financière et sociale et financière. Donc, il y a un guide qui a accompagné donc, ce document, ces modules-là. Et pour cela, il y a deux modules qui ont été élaborés. Parce que dans le système éducatif burkinabé, au niveau après le primaire, donc on a deux sous-cycles. Il y a le sous-cycle chose post-primaire qui comporte 4 niveaux, donc qui va donc de la 6e à la 3e, et le sous-cycle secondaire qui va de la seconde à la terminale. Donc, pour chaque sous-cycle, nous avons donc élaboré un guide et un module. Donc, un module et un guide pour le sous-cycle post-primaire et un module et un guide pour le sous-cycle secondaire. Donc, et pour cela, pour que maintenant ces modules puissent être enseignés dans les classes, il a fallu former les enseignants. Mais là, nous nous sommes trouvés face à une difficulté parce que là, la difficulté que nous avons vraiment eu, c'est au niveau financier parce que pour former les enseignants, c'est tout un processus, il faut arriver à les regrouper, d'accord, et il y a des questions de prise en charge parce que beaucoup, pour se faire former, seront obligés de quitter donc leur localité d'origine, mais il fallait un dispositif financier pour les prendre en charge. Ce qui a fait que le nombre qui a été formé est très faible. Et pour que ce nombre-là même puisse être formé, nous avons dû nous appuyer sur Aflatoon International, que je remercie ici en passant, donc qui nous a donné vraiment un gros coup de main pour que nous puissions donc y parvenir. Et donc, à l'issue je pense qu'il y a tout juste une soixantaine d'enseignants sur près le chiffre qu'on nous a donné, c'était autour de 800, non, un truc comme ça, d'accord, qui devaient être formés. Donc, il y a quand même une grande marge encore qui reste donc à former. Donc, et à la suite donc, de cette formation, les autres enseignants sont obligés justement donc de procéder à leurs enseignements sans avoir eu de formation vraiment initiale sur l'éducation sociale et financière. Ça, c'est vraiment aussi donc une insuffisance qu'il faut relever donc dans notre système. Ok. Maintenant, pour intégrer l'éducation sociale et financière dans les curricula d'enseignement secondaire, nous avions deux options. La première option, c'était de faire de l'éducation sociale et financière une discipline à part entière.
Mais il se trouvait que, et la seconde option, mais c'était justement de prendre les thématiques d'éducation sociale et financière et de les insérer donc dans les disciplines déjà existantes. La première option, c'est-à-dire en faire une discipline à part entière, était difficile à mettre en œuvre pour des raisons que j'ai déjà évoquées, des raisons financières, parce qu'il fallait d'abord créer un point, recruter des anciens d'éducation sociale et financière, les former et les mettre sur le terrain. Et tout cela demande un certain nombre de moyens financiers, et ce qui nous a amené à pencher beaucoup plus pour la fusion qui devait consister justement à prendre les thématiques et de les insérer dans les différentes disciplines existantes. L'idée de départ, c'était que on prenne l'ensemble de ces disciplines-là et que l'on mette, l'on voit, mais quelle thématique correspond à quelle discipline et on l'y insère. Mais ça, il s'est trouvé que pendant que nous étions en train de faire ce travail-là, le Burkina Faso était aussi dans une autre réforme qui est l'enseignement de l'éducation civique, qui existait auparavant, mais qui à un certain moment a été délaissé et c'était plus enseigné. Donc on a voulu revenir avec l'enseignement civique dans les établissements parce qu'il y a un certain incivisme qui se constatait autant dans nos villes, dans nos villages, que même dans nos établissements. Donc, l'État a opté justement de faire revenir l'éducation civique. Et nous avons, là, c'est vraiment un hommage qu'il faut rendre au directeur exécutif de CCEB qui a saisi cette opportunité-là pour dire, mais pourquoi est-ce que l'éducation civique et l'éducation sociale et financière, vous n'allez pas en même temps l'intégrer dans l'éducation civique? Parce que c'est une part d'éducation civique, quelqu'un qui sait gérer son argent, quelqu'un qui sait se comporter en société, mais ça fait partie intégrante justement de son éducation civique. Et il a pris son bâton de pèlerin, il a vraiment su activer les différents contacts justement pour que cette formule soit acceptée. Et cette formule ayant été acceptée, mais l'éducation civique a été intégrée directement dans l'éducation civique. Okay? Donc, pour cela, nous avons pour l'éducation financière, nous avons 27 heures, j'ai déjà donné les différents sous-cycles. Donc, au premier sous-cycle qui est le poste primaire, nous avons 27 heures d'enseignement de l'éducation sociale et financière, qui est donc, je le reprends pour dire que c'est enseigné dans une autre discipline globale qu'on appelle l'éducation civique. Et au secondaire, nous avons donc le 25 heures qui sont donc enseignées justement pour l'éducation sociale et financière avec un coefficient 2. Mais quand je dis le coefficient 2, le coefficient, c'est parce que c'est évalué à la fin de chaque trimestre. Le coefficient, en fait, c'est pour la discipline et non pour l'éducation civique et éducation sociale et financière. D'accord? Donc, comme je l'ai déjà dit, en ce qui concerne la production de supports pédagogiques, quels sont les curricula, quels sont les modules et quels sont les guides pour l'élaboration des curricula, il a été tenu compte, je pense que je l'ai déjà dit, il a été tenu compte des différents sous-cycles que l'on retrouve déjà au Burkina Faso. Il a fallu aussi harmoniser, et ça je pense que je l'ai déjà dit aussi, dans les différentes thématiques qui ont été choisi au niveau du Burkina Faso avec les thématiques, le cadre logique de la BCAO. Au niveau des modules, les modules qui ont été élaborés pour les élèves, à l'endroit des élèves, mais pour le poste primaire, nous avons 8 thèmes qui ont été développés. Et ces 8 thèmes-là sont subdivisés en 17 sous-thèmes. Et pour le secondaire, qui va donc de la seconde à la terminale, nous avons 6 thèmes désagrégés en 13 sous-thèmes. Et en plus,
de ces thématiques-là qui sont abordées, nous avons des prétextes en début donc, de modules donc, et des post-tests aussi donc, à la fin donc, des enseignements. Et en plus de cela, donc, il y a des évaluations, un certain nombre d'évaluations qui ont été présentées, mais qui sont présentées comme des évaluations, type des évaluations exemples, d'accord, sur lesquelles les enseignants peuvent se baser justement donc, pour mieux élaborer leurs évaluations, pour mieux évaluer donc, l'atteinte de leurs objectifs par les élèves. Et le dernier document qui a été élaboré, qui est le guide d'exploitation, je rappelle que le guide d'exploitation, lui, il est fait justement donc, pour les enseignants. Les enseignants doivent s'appuyer sur ça justement donc, pour faire leurs enseignements. D'accord. Et ce guide d'orientation-là, mais il donne surtout les orientations générales sur l'approche et les compétences pédagogiques de l'intégration. D'accord. Donc, les grandes lignes, la grande approche, bon, actuellement, donc, au Burkina, l'approche qui est privilégiée pour les enseignements, c'est l'approche par les compétences. Qui est privilégiée, donc, mais ce guide-là, justement, donc, donne des indications beaucoup plus précises sur ces thématiques-là. D'accord. Il y a l'évaluation, donc le guide d'exploitation traite aussi donc, des questions d'évaluation, que ce soit l'évaluation cognitive, ça veut dire les savoirs, que ce soit l'évaluation des comportements, ça veut dire le savoir-être, ou que ce soit donc l'évaluation donc des savoir-faire. Donc, tout dans ce cadre-là, justement, donc le guide va être un outil pour l'enseignant pour lui permettre justement donc, de pouvoir évaluer l'atteinte donc, de ces différents savoirs, le savoir-faire et le savoir-être. D'accord. Donc, et les démarches pédagogiques aussi sont décrites au niveau des guides, des deux guides, pour donner à l'enseignant des pistes afin qu'il puisse donc les suivre pour un meilleur enseignement. Et ce qui est aussi donc intéressant au niveau donc, de ces guides-là, c'est que nous avons donc des activités d'appoint, des activités de prolongement, des choses qui sont sous forme donc, de micro-projets qui peuvent inspirer justement donc, les enseignants et qui permettent aux élèves plutôt, qui permettent aux élèves donc en dehors du cadre purement, en dehors de la classe justement, donc de pouvoir mettre en pratique ce qu'il aura appris à travers l'éducation sociale et financière, puisque l'objectif primordial ici, c'est vraiment le changement de comportement. Donc, il peut lui permettre, que ce soit dans sa vie financière, dans la gestion donc, de ses comptabilités personnelles, familiales et tout, qu'il puisse mettre donc, en pratique donc, ce qu'il a appris à travers l'éducation sociale et financière. Et quels sont les enseignants qui ont en charge l'enseignement donc, de cette discipline-là? Quand je parle de discipline, il s'agit de l'éducation civique. Et je rappelle que l'éducation sociale et financière est inclue dans l'éducation civique. Donc, ce sont les professeurs d'histoire-jour, exclusivement les professeurs d'histoire-jour qui ont été portés justement donc, pour donner les enseignements sur l'éducation civique. Donc, par voie de conséquence, c'est eux qui enseignent du même coup donc l'éducation sociale et financière. Mais il y a deux difficultés à ce niveau. La première difficulté, je l'ai déjà un peu évoquée, mais c'est que souvent, ils ne sont pas assez outillés parce qu'ils n'ont pas eu de formation donc, en amont pour pouvoir désigner, enseigner donc, ces thématiques-là. Donc, c'est souvent sur l'État, souvent en s'appuyant aussi donc, sur les quelques-uns qui ont pu avoir l'information, donc qui les accompagnent pour la construction donc, de leurs enseignements. La seconde difficulté, c'est que au niveau donc, de l'éducation, de l'enseignement technique, c'est-à-dire des cycles qui forment l'enseignement technique ici, forment au BEP, au bac pro, au CAP, au bac technologique. Au niveau de ces cycles-là, souvent, l'histoire n'est pas enseignée. Parce que souvent, dans leur référentiel, il n'y a pas de discipline histoire-jour. Si faisant que, bon,
nous avons été obligés à ce niveau-là de rabattre l'éducation sociale et financière sur d'autres disciplines existantes déjà, telles que la gestion qui est enseignée. Donc, ça leur permet justement donc, de faire un clin d'œil de temps en temps sur l'éducation civique et financière. Il y a le droit, parce que surtout en ce qui concerne l'éducation sociale, donc les juristes sont bien placés justement donc, pour faire ces enseignements. Et en dernier lieu, il y a un cours aussi qu'on appelle entrepreneuriat, qui est une bonne porte aussi d'entrée justement donc, pour l'éducation sociale et financière. Okay. Donc, pour ce qui concerne les établissements concernés, je voulais mettre le numéro de l'article après, j'ai oublié, de l'arrêté, j'ai oublié après. Donc, pour ce qui concerne les établissements, il faut dire que c'est l'ensemble des établissements. D'accord? Donc, le test donc, qui met en application l'éducation civique impose que ce soit enseigné dans l'ensemble des établissements. Donc, à ce niveau, il n'y a aucune discrimination donc, qui est faite donc, pour tous les enseignants. Et les enseignements, je le précise que les enseignements ont commencé cette année. Ils ont commencé cette année avec l'éducation, depuis l'année passée plutôt, avec l'éducation civique. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est l'enseignement dans les classes est effectif. Ok, donc en ce qui concerne les perspectives, mais c'est surtout dans un premier temps de poursuivre l'élaboration des ressources pédagogiques et didactiques. D'accord, aussi bien à l'endroit parce qu'il y a aussi les fiches qui doivent être faites, donc les fiches d'évaluation par exemple, qui n'ont pas été élaborées, n'ont pas encore été élaborées. Donc c'est vraiment de pouvoir continuer dans cette lancée-là pour l'élaboration, par exemple, de ces fiches. En second lieu, je l'ai dit, beaucoup d'enseignants ne sont pas formés. Beaucoup d'enseignants ne sont pas formés sur la thématique, donc eux-mêmes, ils sont obligés donc, de s'auto-former, et là, c'est vraiment il faut leur rendre hommage pour ça, d'accord? Donc, de s'auto-former pour pouvoir enseigner donc, la discipline donc, dans les classes. Et en troisième lieu, c'est de pouvoir procéder au suivi et évaluation. D'accord? Parce que les réformes dans nos pays, souvent le drame, c'est ça. La réforme est lancée, mais il n'y a pas de suivi et il n'y a pas d'évaluation, souvent, faisant que souvent les réformes vont mourir de leur belle mort, sans que justement donc, on ait fait une étude derrière qui permet donc de savoir est-ce qu'il y a des équipes qu'on aurait pu éviter et d'améliorer justement donc, le processus. D'accord? Par cette évaluation, justement, donc, pouvoir faire un bilan à mi-parcours de cette évaluation pour faire les différentes remédiations qui seront nécessaires. Donc, j'espère que je n'ai pas trop abusé du temps, j'ai essayé d'être le plus rapidement possible. D'accord? Donc, voici en substance les éléments donc, sur lesquels je voulais vous entretenir et je vous remercie vraiment beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Koné Idrissa. Je rappelle qu'il est inspecteur de l'enseignement secondaire attaché à la Direction générale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle du ministère de l'Éducation nationale du Burkina Faso. Maintenant, nous allons passer la parole à Dr Estelle Braque de FAI Center. Elle est consultante internationale sur les questions de renforcement de capacité d'éducation financière. Et son exposé portera sur le développement de contenu pédagogique en éducation financière, outils d'apprentissage adaptés au contexte fragile et appui technique à l'intégration de l'éducation sociale et financière dans les systèmes éducatifs. Nous sommes curieux de savoir quels sont les outils et approches pédagogiques qui facilitent l'intégration de l'éducation sociale et financière à l'école, comment adapter ces contenus d'éducation financière aux réalités locales et quel type d'appui technique est nécessaire pour accompagner les ministères. Madame Braque, je ne sais pas si vous nous écoutez, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai écouté très attentivement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit très bien. Merci.
Merci beaucoup. Oui, j'ai écouté très attentivement la présentation de M. Koné et les présentations qui ont été faites au long de cette journée. Donc, c'est un exemple très structurant, très intéressant des expériences d'intégration de la matière de l'éducation sociale et financière dans les curricula scolaires. C'est une problématique extrêmement importante. Je rappellerai juste en préambule que c'est relativement récent et c'est à l'initiative des stratégies nationales d'éducation financière que l'on intègre cette matière dans les curricula scolaires et que l'éducation financière est entrée à l'école et que jusqu'il y a peu, je dirais même moins d'une dizaine d'années, cette matière de parler d'argent était interdit à l'école. C'était parler d'argent, c'était tabou, si l'on peut dire. Donc c'est extrêmement important de pouvoir le faire aujourd'hui parce que parler de l'éducation financière à l'école, c'est investir sur le long terme, sur la capacité des enfants d'aujourd'hui à pouvoir bien gérer leurs finances tout au long de leur vie. C'est aussi important parce que, on le sait, les enfants sont des influenceurs par nature. Ils vont influencer leur environnement social, leur famille, en parlant de gestion budgétaire. On sait les enfants sont extrêmement et de plus en plus alertes et sont en capacité de challenger aussi les habitudes de leurs parents et donc aussi de transmettre cette matière auprès de leurs parents. Bien évidemment, c'est un investissement sur le long terme et je pense qu'aujourd'hui, ça prend une couleur particulièrement importante, justement à l'ère de la digitalisation des services financiers, à l'heure où tout s'accélère, les évolutions, les innovations sont de plus en plus rapides et eh bien, les jeunes, les enfants sont de nature à embrasser pleinement ces évolutions et de comprendre toutes ces notions qui sont portées par l'éducation financière à l'école leur permet justement d'appréhender pleinement ces évolutions. Alors on le voit, il y a un certain nombre on a aujourd'hui un certain recul sur l'intégration de ces matières dans les curricula. C'est un des éléments importants, sinon quasi systématiquement présents dans les stratégies nationales d'éducation financière, telles que je l'ai évoqué, aux côtés de programmes qui vont cibler peut-être tous les utilisateurs des services financiers ou en tout cas la population plus générale, en s'appuyant sur des plateformes numériques, des sites web notamment, des messages qui vont être diffusés à la radio et à la télévision. Et pour revenir à notre sujet, donc quasi systématiquement aujourd'hui, dans les stratégies et dans les programmes nationaux d'éducation financière, on envisage cette intégration dans les curricula. Dans les curricula scolaires. Alors les enjeux, les difficultés, elles sont, vous en avez évoqué un certain nombre d'ores et déjà. C'est le temps long qui a été, je crois, très bien exposé par Monsieur Koné. C'est le temps long et c'est aussi une intégration qui nécessite une étroite collaboration du ministère de l'Éducation nationale. Donc, comme ces programmes sont souvent portés par les banques centrales, il s'agit de collaborer avec le ministère de l'Éducation nationale et c'est une collaboration active, c'est une co-construction d'un programme qui va permettre de respecter tous les processus d'intégration d'une nouvelle matière, donc matière ex nihilo, discipline ou bien de la matière, des contenus dans des disciplines déjà existantes. On le voit dans la plupart des programmes, le choix a été fait de diffuser cette matière dans une ou des disciplines.
C'est notamment des questions de coût, puisque créer une nouvelle discipline nécessite de recruter des professeurs dédiés, de trouver des créneaux horaires pour transmettre et pour donner ces cours. On a également des considérations de justement adapter cette éducation financière de façon différenciée à l'âge des apprenants. On l'a vu notamment avec Aflatoon avant la stratégie, le programme national d'éducation financière de l'UMOA. Une façon d'intégrer ou d'apporter cette matière de l'éducation sociale et financière par Aflatoon a été de créer par exemple des clubs d'épargne via les enfants et pour ça Félix Yao pourra en témoigner bien plus en détail que je ne saurais le faire. En termes d'assistance pour l'accompagnement, donc la plupart de ces, ou quasi-totalité de ces programmes nationaux qui incluent une intégration dans les curricula fait l'objet d'une assistance financière et de programmes tels que ceux de la Banque mondiale, donc avec le recrutement de cabinets de conseil qui vont accompagner la Banque centrale et le ministère de l'Éducation nationale pour l'intégration de ces modules et de cette matière. Une des difficultés que l'on peut rencontrer, je peux, sans trahir de secret, nous sommes en ce moment en train de travailler justement sur le deuxième programme national d'éducation financière de la Mauritanie, piloté par la Banque centrale, qui inclut une dimension d'intégration dans les curricula et donc en même temps de l'intégration de la mise en œuvre et de la création, de la conception et de la production d'autres modules en éducation financière pour un large public avec des cibles bien spécifiques qui sont les femmes dans le monde rural, les agriculteurs, les pêcheurs et bien évidemment la population analphabète. Donc là, on le voit ici, le fait d'adresser cette question dans l'école, et encore une fois, comme l'a très bien décrit M. Connet, nous sommes sur une échelle de temps, deux échelles de temps distinctes. En règle générale, ce sont des programmes qui sont élaborés en tout cas sur une période, si la période du projet est inférieure à 1 an, l'intégration, la création, la conception, l'intégration de la matière dans les curricula scolaires, la formation des professeurs pour leur permettre d'appréhender la matière et de la transmettre à leurs élèves demande un temps qui est un peu plus long. Donc on a cette question de dichotomie entre le calendrier pour la conception de programmes d'éducation financière qui vont être diffusés sur une plateforme web de Banque centrale, par exemple, qui vont être diffusés lors de sessions de formation en présentiel par l'intermédiaire de relais. Et cette partie scolaire, eh bien, on est sur deux échelles de temps qui peuvent être différentes et qui sont souvent, qui de mon expérience, ne me semblent pas toujours bien pris en considération. Et justement, parce que là encore, on peut être très créatif, j'y reviendrai très rapidement, on peut être très créatif dans les formes de diffusion de la connaissance de l'éducation financière, sur les plateformes web, en faisant des vidéos, etc. On a un large éventail. Dans les curricula de l'éducation nationale, eh bien, on arrive dans un contexte, une unité, une pédagogie qui est un processus bien codifié d'intégration, donc avec la direction pédagogique du ministère de l'Éducation nationale. Vous l'avez dit tout à l'heure, la BCAO a fait le choix de laisser à chacun des États membres de l'UMOA de choisir son mode
d'intégration de la matière dans le système scolaire. Donc, il y a vraiment, je le disais en introduction, une coopération, une co-construction, mais sur cette partie-là de l'intégration dans les curricula, c'est une problématique qui est un petit peu différente, qui est très, très particulière. Et bien évidemment, il faut un projet réussi, c'est un projet qui appréhende cette problématique finement et très rapidement, dès le départ, et pour garantir une opérationnalisation tout à fait réussie. Et je serai bien évidemment ouverte à toutes vos questions à l'issue de cette présentation. Et je voudrais juste ajouter un élément également intéressant. Je parlais d'innovation tout à l'heure. On voit également, de la même façon que dans les systèmes éducatifs et des ministères de l'Éducation nationale, la pédagogie évolue. Et la pédagogie, elle évolue aussi en matière d'éducation financière. Et aujourd'hui, on évolue de plus en plus vers non plus ce qu'on peut appeler la première version de l'éducation financière qui évoquait, qui était très liée à un aspect quantitatif, lié à l'inclusion financière, c'est-à-dire expliquer les moyens de paiement, expliquer qu'est-ce qu'un crédit, expliquer quels sont les services, les produits et les services financiers. Aujourd'hui, on se donne non plus une obligation de moyens, mais on se donne aussi une obligation de résultat, c'est-à-dire c'est ce que l'on va considérer dans cette terminologie des compétences de vie, donc avec une approche de l'éducation financière qui va véritablement se donner comme tâche d'accompagner les apprenants dans toute leur vie, dans une échelle là aussi temporelle, et avec leur capacité à réagir également face à des situations imprévues, face à des évolutions de leur situation personnelle. Donc c'est aussi un point important et qui se place tout à fait dans le contexte aussi de l'évolution de la nouveauté, enfin des innovations et des évolutions de la pédagogie qui sont également en vigueur au sein de la pédagogie pour les enfants, les adolescents. Bien évidemment, les enfants plus âgés du système scolaire sont également les futurs salariés, futurs entrepreneurs, et donc l'éducation financière est extrêmement importante aussi pour leur donner toutes les cartes, les bonnes cartes, pour réussir leur entrée dans leur vie professionnelle et réussir leur projet une fois qu'ils sont entrés dans leur vie professionnelle. Voilà ce que j'ai proposé de partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Braque, consultante internationale sur les questions de renforcement et de capacité d'éducation financière. Maintenant, nous allons passer la parole à un représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en Haïti. C'est Job Maurice Joseph qui va parler d'appropriation nationale et perspectives haïtiennes. Son intervention portera sur l'état d'avancement du processus d'intégration de l'éducation sociale et financière en Haïti, les acquis et les contraintes institutionnelles rencontrées, les perspectives de relance du projet à la lumière des expériences présentées, où en est le processus d'intégration de l'ESF dans les curricula haïtiens, quels sont les mécanismes de coordination qui ont été mis en place au ministère pour l'avancement de l'intégration des modules dans le curriculum, quelles sont les leçons apprises jusque-là, quelles sont les priorités institutionnelles pour relancer le processus, quels enseignements tirés des expériences africaines qui vous semblent être applicables au contexte. Monsieur Job Maurice Joseph. Merci. Merci Sénat. Excusez-moi une seconde. Merci Sénat. Et bon, ça c'est retournez s'il vous plaît. C'est une intervention que mon collègue Jacques-Emmanuel Mixil et que nous avions faite lors
du sommet sur la transformation de l'éducation à l'ONU, et c'était toujours dans le cadre de l'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula de l'école haïtienne. Étant donné qu'on m'a appelé hier soir pour cette intervention, j'ai conservé cette même présentation parce que de 2022 à 2026, malheureusement, rien n'a changé. Donc, ce sont les mêmes problématiques que la banque m'a envoyées pour organiser mon intervention. Et c'est suivant ces mêmes problématiques que fait cette présentation. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, le plan d'intervention, c'est contexte et justification du projet d'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula de l'école fondamentale. En parlant de l'école fondamentale, l'intervenant du Burkina Faso tout à l'heure a parlé de post-primaire. Le post-primaire, c'est exactement ce qu'on appelle le 3e cycle du fondamental en Haïti. Et le secondaire, je ne sais pas comment c'est organisé, mais apparemment, j'avais remarqué secondaire 6. Mais ici, on est arrivé à secondaire 4. C'est 4 ans pour le secondaire. Donc, suivant la structure nouvelle du système éducatif haïtien, c'est un enseignement fondamental de 9 ans et un enseignement secondaire de 4 ans. Donc, le contexte, on va parler du contexte, des opportunités du projet d'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula, parce qu'un curriculum, ce n'est pas un fourre-tout, on ne peut pas mettre tout dans un curriculum. Donc c'est pourquoi que la présence du ministère de l'Éducation nationale dans ce projet, c'est-à-dire dans la mise en œuvre du plan national d'éducation financière était importante. Donc on était content de discuter avec, que ce soit le ministère des Finances également, la banque, pour voir quel mécanisme utiliser pour intégrer l'éducation financière dans les curricula de l'école haïtienne. Ensuite, il y a les difficultés rencontrées pour cette intégration et les perspectives de mise en œuvre. Prochain slide. Donc, pour le contexte, c'est dans le bouquin que la banque a publié concernant le plan, et le taux de bancarisation de 11% qui prévaut dans le milieu haïtien et qui reflète la faiblesse de l'accès aux comptes bancaires des consommateurs financiers haïtiens. Ensuite, le contexte aussi, c'est suite à l'enquête de Finscope, il était question de 71% seulement et des consommateurs sont à court de revenus. 25%, c'est-à-dire des répondants à cette enquête, 25% ont toujours des difficultés financières, 51% sont fauchés suite aux dépenses de subsistance et 87% n'en pointent pas par peur et de ne pas pouvoir répondre, c'est-à-dire de ne pas pouvoir payer. Donc, le contexte, en quelque sorte, c'était ça, et le chef de cabinet du ministre en a parlé ce matin, et dans les propos d'introduction du Sénat, il a évoqué brièvement ces éléments de contexte. Prochain slide. Maintenant, pour l'approche, par exemple, au Burkina Faso, c'est dès le plus jeune âge qu'on a commencé avec l'éducation sociale et financière à proprement parler, mais pour nous autres en Haïti, l'approche qu'on voudrait en quelque sorte utiliser, c'est une approche par infusion. L'approche par infusion, c'est à partir des matières existantes, de voir comment intégrer l'éducation sociale et financière, que ce soit en géographie, c'est-à-dire les sciences sociales en général, ou l'éducation l'éducation à la citoyenneté, donc l'éducation civique. Donc on peut intégrer
des modules ou encore des éléments de contenu de l'éducation sociale et financière. Donc, c'est par infusion, en se basant sur l'approche par les compétences et normalement, parce que le nouveau cadre d'orientation curriculaire du ministère de l'Éducation nationale adopte cette approche pédagogique et pour la transmission de connaissances des salles de classe. C'est-à-dire, ce n'est pas une approche transmissive, c'est plutôt l'approche par les compétences, c'est-à-dire faire travailler les enfants. Et tout ceci conformément au nouveau cadre curriculaire et le COC adopté en 2024 par le ministère de l'Éducation nationale. Je dois entre autres signaler que dans les nouveaux programmes du ministère, post-primaire ou encore au niveau du 3e cycle du fondamental, il y a un cours, c'est le cours éducation et à la technologie et aux activités productives étape, où il y a des éléments de contenu d'éducation financière si on veut. Et déjà en Haïti, tout à l'heure on va parler de tout ça, c'est-à-dire comment est la situation en Haïti. Au niveau du secondaire, on n'a pas un cours d'éducation sociale et financière, il y a un cours d'économie. Donc on va beaucoup plus loin et au niveau du secondaire. Et ces programmes existent depuis 2007. Donc on a revisité ces programmes on a revisité ces programmes en 2024 et suite au projet d'appui au projet d'appui de l'AFD au ministère à travers le projet Nectar Nouvelle Éducation Citoyenne tournée vers l'avenir, parce qu'il était question, les anciens programmes n'étaient pas élaborés vraiment suivant l'approche pédagogique et prônée par le ministère, à savoir l'approche par les compétences. Donc, il a fallu revisiter l'ensemble de ces programmes. Mais le cours d'économie du programme du secondaire, c'est un cours complet. Il y a plein de choses par rapport à ce que les enfants devraient en quelque sorte développer comme compétences. Et l'éducation financière, comme disait Madame tout à l'heure, c'est une compétence de vie. Prochain slide. Pour les opportunités du projet d'intégration de l'éducation financière dans les curricula de l'école haïtienne, donc, on a dit que ça va permettre de former une autre génération d'apprenants. Ce n'est pas seulement l'éducation par rapport à l'éducation sociale et financière. Ce sont les nouveaux programmes qui donnent cette possibilité de former une nouvelle génération d'apprenants capables d'acquérir des compétences de vie après le 3e cycle du fondamental. Et ce qu'on appelait dans le temps 7e, 8e, 9e année, mais 6e, 5e, 4e dans l'ancien système ou encore dans l'ancienne configuration, l'ancien squelette du système éducatif haïtien. Cela permettra aussi, en termes d'opportunités du projet d'intégration de l'éducation financière, d'implémenter un programme d'études pertinent au profit des apprenants du fondamental pour l'apprentissage de la responsabilité sociale et l'acquisition de compétences financières. De proposer un modèle qui permet aux élèves d'étudier leurs droits et responsabilités pendant les cours. Mais pour cette partie, par exemple, c'est des contenus déjà présents, que ce soit dans le cours d'éducation civique et pas le cours s'appelait éducation civique dans le temps, c'est éducation à la citoyenneté, suivant le nouveau programme. Donc il y a tous ces éléments de contenu. Ça permet de proposer un modèle qui permet aux élèves d'étudier leurs droits et responsabilités pendant les cours ou lors des séances en groupe, de participer à des activités d'épargne et de mettre en pratique des compétences entrepreneuriales. L'entrepreneuriat est déjà présent dans le cours d'étape au niveau du 3e cycle du fondamental. Et le cours d'étape, qui s'appelait ITAP dans le temps, était présent au niveau du 1er et 2e cycle fondamental, c'est-à-dire au niveau du primaire.
Donc il y avait le cours d'étape suivant le programme c'est-à-dire la réforme du ministre Bernard. Donc ça permettra de participer à des activités d'épargne et de mettre en pratique des compétences entrepreneuriales pour résoudre les questions sociales qui leur semblent importantes. Et je dois préciser que l'approche pédagogique privilégiée par le ministère de l'Éducation nationale, l'APC, permet de mettre les enfants très tôt au travail. Donc, l'enseignement se fait autrement. C'est-à-dire, l'enseignant n'est plus quelqu'un qui est venu pour transmettre des connaissances, mais l'enfant est disons, maître de son apprentissage, et les enfants travaillent aussi en groupe, contrairement à l'ancien système qui était, c'est-à-dire, les enfants travaillaient de façon personnelle, et même les évaluations, on tentait de comparer les enfants, mais avec l'approche par les compétences, on fait des groupes, les enfants travaillent ensemble, et chaque membre du groupe a quelque chose à réaliser. Donc, prochain slide. Et c'est ça les opportunités d'une intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula de l'école haïtienne. On a eu un atelier au Cap haïtien, toujours dans le cadre de ce projet, c'est-à-dire la mise en œuvre du plan national d'éducation financière avec la banque, le ministère des Finances et toute l'équipe du ministère de l'Éducation nationale, l'équipe technique du ministère de l'Éducation nationale qui réfléchissait déjà comment intégrer ces éléments de contenu d'éducation sociale et financière dans les curricula. Mais malheureusement, ça n'a pas continué. On va voir dans les perspectives comment est-ce qu'on doit se prendre justement à partir de l'expérience qu'on a eue, qui n'a pas marché en quelque sorte, et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça soit réel dans les salles de classe. Pour les difficultés, on revient aux difficultés, s'il vous plaît. Pour les difficultés rencontrées, c'est résistance au changement, c'est toujours comme ça, des acteurs du système éducatif, en particulier les enseignants, parce que c'est nouveau. Et même pour l'économie, le coût d'économie qui est présent dans le système éducatif haïtien depuis 2007, avec les nouveaux programmes du secondaire. Donc, il n'y a pas d'enseignants. L'école normale supérieure, par exemple, qui prépare des enseignants pour le secondaire, il n'y a pas de cours d'économie, ou du moins s'il n'y a pas de section au niveau de l'école normale supérieure qui prépare des enseignants pour l'économie. Et c'est pourquoi on s'est arrangé pour utiliser les moyens du bord, c'est-à-dire quelqu'un qui est diplômé en sciences économiques à la faculté de droit et des sciences économiques, quelqu'un qui est économiste pour faire le cours d'économie. Or, ce n'est pas ça, vraiment. Donc, le cours, ce n'est pas ça, vraiment, mais bien que ce professionnel a déjà quelque chose pour faire le cours. Mais il faudra normalement former des enseignants à l'enseignement de cette matière qui est l'économie. Ce qu'on a rencontré ensuite comme difficulté, c'est le manque de compétences des instituteurs, des maîtres et des professeurs de l'école fondamentale par rapport au contenu relatif à l'éducation financière. Il y a aussi l'absence de manuels et adaptés, je dirais, de ressources et d'outils didactiques et pédagogiques relatives à l'éducation sociale et financière. Il y a des ouvrages d'économie pour le secondaire, et que ce soit pour le premier et deuxième cycle du fondamental, et il y a cette absence, ou encore ce manque d'outils, ou encore de ressources et d'outils didactiques et pédagogiques. Je vais terminer. Prochain slide. Maintenant, pour les perspectives de mise en œuvre du projet d'intégration de l'ESF,
on a dit qu'il faudra dynamiser ou encore redynamiser le Comité national de la stratégie d'intégration et de l'éducation financière et le CNSI. Il faut aussi, ça c'était disons, des éléments de perspective en 2022 qu'on avait proposé ces choses-là, mais ça reste toujours valable en 2026, malheureusement. Il faudra constituer un groupe d'élaborateurs chargés de produire les outils et ressources pédagogiques et didactiques de l'ESF à intégrer dans les curricula de l'enseignement fondamental. C'est ce travail qu'on a commencé en 2022, en juillet 2022, je crois, au Cap-Haïtien, mais qui n'a pas eu de suivi. Ensuite, et à notre humble avis, c'est d'organiser des ateliers de validation de ces outils, ce qu'on a fait au niveau du projet NICTA qui a élaboré les nouveaux programmes du 3e cycle, validation des outils et des ressources pédagogiques et didactiques de l'ESF à intégrer dans les curricula de l'enseignement fondamental en Haïti. Et la formation des enseignants, ça c'est fondamental. Et pour terminer, expérimenter le projet d'intégration de l'éducation sociale et financière dans un échantillon de 50 écoles avant de généraliser à l'échelle du pays. Donc il faudra tester tous ces éléments de contenu pour voir ce que cela donne. Est-ce qu'il y a possibilité de généraliser? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire, etc. Donc c'est ça qu'on avait proposé comme perspective de mise en œuvre du projet d'intégration de l'ESF dans les curricula de l'école fondamentale en Haïti. Prochain slide. Ce sont les remerciements. Mais juste avant, et parce que c'est terminé, madame, et il y a quelque chose m'est venu dans la tête en pénétrant la salle ce matin. C'est quoi? Et c'est le fait que la banque utilise cet espace pour cet événement. Or, il y a un investissement, je ne sais pas combien cela a coûté, mais c'est énorme ce que cela a coûté à la banque qui a un centre de convention. Hein. C'est pas comme ici. Quand je dis c'est pas comme ici, moi je suis quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Donc, on est obligé de venir ici. La deuxième chose, hier soir, j'ai été sur le site de la banque pour regarder les monnaies. Il y a une pièce de monnaie qui est sur le document du plan de 100 gouttes, pièce de monnaie de 100 gouttes, et avec frappé en 1981, je crois. Et ce qui m'est venu dans la tête, c'est quoi? C'est Haïti a une monnaie. Et ça, c'est important. Haïti a une banque centrale. Et ça, c'est aussi important. Ça fait partie de la souveraineté, si vous voulez, économique. Loin de là, je n'extrapole pas. Mais je crois que c'est important de consolider toutes ces choses. Je vous remercie pour votre... Merci beaucoup, Job-Maurice Joseph du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À présent, nous allons passer la parole à Mme Roseloude Gigi Élysée du ministère de l'Économie et des Finances. Elle est directrice générale adjointe du MEF et chargée de la promotion des partenariats publics-privés, conseillère spéciale du ministère auprès de son École nationale d'administration financière. La présentation de Mme Élysée, elle va mettre en lumière l'approche institutionnelle et inclusive adoptée pour l'intégration de l'éducation financière dans le système éducatif en Haïti à travers le projet de l'éducation financière dans le système, à travers le projet d'éducation financière soutenu par le Comité national d'intégration et de l'éducation financière dans le curriculum scolaire, CNI. Et Mme Élysée va souligner le rôle central du ministère de l'Économie et des Finances qui assure la présidence du Comité national d'inclusion financière en tant qu'acteur clé de cette dynamique. Madame Élysée. Merci, monsieur le modérateur.
Bon, je change un petit peu la donne. Je m'excuse. Bien entendu. Après avoir écouté ces expériences-là à l'extérieur, après avoir écouté mon collègue du ministère de l'Éducation nationale, je me retrouve à me poser la question et à vous demander à vous autres, qu'est-ce qui s'est passé? Où est le problème? Où est le problème? Moi, je suis à l'autre bout. Vous êtes vraiment en amont, au cœur de l'affaire. Moi, je suis au bout où je regarde, je constate et je vois les chiffres, les problèmes, l'économie qui va mal. Où est le problème? Est-ce que c'est parce que vous autres, vous ne savez rien de l'argent, vous ne savez rien des finances? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, vous, les jeunes. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Chaque fois que l'on essaie, au niveau du ministère de l'économie et des finances, au niveau du gouvernement d'une manière générale, de mettre en place un programme pour appuyer les entreprises, que ce soit les petites, les moyennes, les grandes, quand on essaie de mettre en place un programme pour appuyer, pour financer les entreprises, parce que les gens se disent, bon, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Bon, ok, on va vous donner de l'argent. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de l'argent? Ça, c'est autre chose. Et puis, à ce moment-là, les gens vous disent, non, voilà, j'ai telle compagnie, j'ai telle association. Qu'est-ce que vous allez faire de l'argent? Comment est-ce que vous allez gérer? Ah, nous ne savons pas, il faudra nous préparer. Et là, on se met à se dire, bon, il faut d'abord mettre en place des programmes de formation. Et nous sommes obligés de commencer par ABC, recommencer avec les gens, avec les compagnies qui se sont constituées, autres qui veulent participer au programme, qui veulent recevoir le financement, commencer avec une formation, pas seulement en entrepreneuriat, parce que l'on se dit, bon, ok, on va leur apprendre à gérer l'argent. Oui, mais là, il y a les notions de base, les concepts de base qu'il faut reprendre entièrement. Dites-moi, à l'école, vous n'apprenez pas ce que c'est que l'argent? Non? On ne vous explique pas ce que c'est que l'argent? On ne vous explique pas ce qu'il faut en faire? Mais vous voyez les gens utiliser l'argent. Vous ne posez pas de questions, vous autres? Ah, vous ne posez pas de questions. Donc, vous n'y êtes pas intéressés. Pourtant, vous arrivez avec vos idées, vous voulez faire des transformations, vous voulez faire une production, vous voulez faire quoi? Ben oui, ouais, on a besoin d'argent. Ce n'est pas seulement d'avoir de l'argent. Maintenant, comment gérer l'argent? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Là, c'est une autre problématique. C'est une autre problématique. Et au niveau maintenant de la formation que l'on fait avec les petites entreprises, avec les compagnies qui veulent recevoir de l'argent pour une entreprise, pour mettre en place, pour mettre en application une idée de production, il faut tout reprendre. C'est dire qu'effectivement, au niveau des écoles, il y a un problème. Vous avez dit que oui, nous avons mis en place des cours, nous avons mis en place des programmes qui sont dédiés à l'entrepreneuriat, à l'éducation financière, à l'économie. Alors, vous n'avez pas ces cours, vous autres? Comment non? Mais le représentant du ministère a dit que vous les avez à l'école. Je fais une précision. J'ai sous les yeux, là, le cours d'économie en NS1. La première leçon d'économie en NS1, le thème, c'est fondement de l'économie. Et on a les sous-thèmes, économie, acte économique, comportement économique, besoin, rareté, ménage, revenu. Quand on parle de revenu, c'est de l'argent qu'on parle. Choix, coût, bénéfice, opportunité. Ce cours est donné en NS1. Cela dit quoi? Cela dit quel que soit celui qui porte l'uniforme du secondaire devrait avoir un professeur d'économie qui lui parle de ces choses-là. Maintenant, est-ce qu'on vous parle de l'argent, comme madame a posé la question, ça c'est une autre chose. Qu'est-ce que vous utilisez comme support pédagogique pour ces cours? Je n'en sais pas.
Mais les élèves qui sont dans la série SES, Sciences économiques et sociales, cela m'étonnerait qu'ils répondent par non à la question de Mme Élisée. Eh bien, ce sont des petits, ils ne sont pas encore en S1. C'est peut-être cela la réponse. Bon, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Je pose la question. Je suis là et je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre. Une minute, Madame Nzikou. Une minute, je vais vous demander. Mais moi, mon plaidoyer, depuis 2022, à cette rencontre que vous avez évoquée là, à cet atelier, nous avons parlé d'intégration et nous avons demandé comment doit se faire l'intégration. Oui, il y a des cours dédiés, il doit y avoir des cours dédiés, c'est bien clair. Vous avez déjà l'étape, vous avez déjà le cours d'économie, il y a ces cours. Mais l'éducation, je ne sais pas, donc il y a une religieuse qui me disait dans mon jeune âge, l'éducation se suce avec le lait maternel. Dire que l'éducation, c'est quelque chose qui commence à la base. Si au niveau déjà du préscolaire, il n'y a pas un concept d'argent et de finances, un peu plus tard, en primaire, il n'y a pas déjà au cours de mathématiques, au cours d'orthographe. Vous me demandez ce que l'orthographe a à voir avec l'argent, vous le savez, n'est-ce pas, vous les élèves? Il faut pouvoir bien écrire l'argent, il faut pouvoir bien écrire, d'accord? Il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir écrire à propos de l'argent, à propos des finances, à propos de ce que vous allez faire. Donc là, il faut, au niveau des cours de rédaction, au niveau des cours de sciences, si vous ne comprenez pas les notions de base, de transformation des produits, de chimie et autres, là, c'est difficile de maintenant de commencer à arriver au cours d'étape, arriver au cours d'économie. Il y a des concepts de base qui ne sont pas maîtrisés, qui ne sont pas su. Donc là, mon plaidoyer, c'est que ceci doit être une approche transversale, tout à fait transversale et qui doit commencer dès la base. Les cours dédiés, c'est bon vers la fin. C'est pratiquement des évaluations, des mises en application, d'accord, des mises en forme de tout ce qui a été appris, conçu, compris. Les cours de maths, déjà au niveau des cours de maths, si vous faites l'addition, la soustraction, qu'est-ce que vous soustrayez? Des pommes, des ananas, oui. Mais il faut plus que ça, il faut penser à ce que vous allez faire de ces pommes et de ces ananas. Il faut penser un petit peu avec une idée, un esprit de finalité. Donc là, moi, c'est un effort collectif que je demande, pas seulement de la part du ministère, mais de la part des écoles aussi. Parce qu'il faut commencer avec les formateurs. Je vois qu'au niveau du Burkina, ils ont, tout de suite après avoir défini, pas vrai, le programme, ce qu'il faut savoir, les concepts, etc., ils ont pensé à la formation des formateurs, à la formation des maîtres. Moi, je pense que c'est là qu'il faut commencer. Comme vous l'avez dit, vous l'avez souligné, vous avez mis en place un cours d'économie et vous vous êtes rendu compte que les professeurs d'économie, vous n'en aviez pas au niveau du secondaire. Donc, il a fallu prendre des gens formés en économie qui n'étaient pas nécessairement des enseignants. C'est deux choses. Moi, je déplore ceci. Vous prenez des gens pour faire les maths parce qu'ils sont ingénieurs. Vous dites à un ingénieur, venez faire un cours de maths pour moi. Alors qu'il n'a pas appris à enseigner. Il vous faut penser à cela et penser à faire la formation des professeurs, des gens que vous livrez à ces gens-là. Et puis vous autres élèves, merci de m'avoir applaudi, merci de comprendre cela, mais vous aussi, il faut aider les professeurs en leur posant des questions. Forcez les gens à se former et à les prendre et à vous apporter les réponses. Vous restez là à vous dire, ah, il ne sait rien. Ah, regardez Radli Cochu. Regardez figure, non, ah. Vous le dites, à la fin du mois, il reçoit son salaire, pas vrai? Et vous, qu'est-ce que vous recevez à la fin? Avec quoi vous sortez? Donc, restez là à regarder les professeurs, à vous dire non, posez-leur les bonnes questions.
Dites ce que vous ne comprenez pas, dites ce que vous voulez savoir. Parce que l'enseignement n'est pas à sens unique. D'accord? Ce n'est pas à sens unique. Ce n'est pas au professeur de venir se tenir là et de vous faire, comme l'a dit monsieur, un cours magistral. Non. Il faut participer également. Il faut participer. Merci, c'était ma présentation. Je n'ai pas eu de PowerPoint. Merci beaucoup, Madame Élisée. Intervention très magistrale. Merci également au public. Merci à Jean-Maurice Joseph. Merci à nos intervenants qui étaient en ligne. Voilà qui met un terme à ce premier panel. J'ai vu des mains levées dans la salle, mais je ne pense pas qu'on aura la possibilité de poser des questions. On va passer au second panel.